sur mon bureau. Donc, nouveau dossier, démo, donc démo BG, pour démo BlueJ. Donc, on voit l'icône de BlueJ ici sur mon bureau, donc parce que je l'ai installé sur mon ordinateur pour pouvoir faire la démo. Je répète, il peut s'installer sur Windows, sur Mac, sur Linux, et je vous ai donné la ligne de commande Linux dans le canal du laboratoire pour l'installer dans votre Raspberry Pi. Donc, je vais ouvrir BlueJ, juste ici. Parfait. Et je vais, vous savez quoi, je vais me débarrasser de ça. Je vais créer un nouveau projet, juste ici. Et ce projet-là, on va viser le dossier dans lequel on veut le sauver. Donc, sur mon bureau, sur BG Démo. Select Folder, OK. Donc, j'ai un nouveau projet. Donc, je vais fermer l'ancienne instance de BlueJ ici. Là, j'ai mon nouveau projet. C'est la même interface que vous allez avoir sur le Raspberry Pi. Donc, dans ce nouveau projet, j'ai un fichier texte par défaut, qui est quoi? Si je double-clique dessus, c'est un peu un fichier c'est un README texte, en fait. C'est un fichier dans lequel vous pouvez faire une description de votre projet. On n'est pas obligé, on peut le fermer tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle classe. Ma classe, disons que je l'appelle Robot Server. Ça va? Parce que ici, ce serait mon application qui roule sur le Raspberry Pi. Je suis en train de développer ça sur mon Raspberry Pi en VNC. Donc, c'est une classe et non une classe abstraite et non une interface. Donc, c'est une application console dans laquelle on va importer les packages qui vont nous permettre d'en faire une application graphique. Donc, je fais OK et j'ai Robot Server qui vient d'être créé ici. Si je double-clique dessus, on a ici le gabarit d'une classe Java, public class, Robot Server, et j'ai du code bidon ici. Donc, moi, je vais effacer le template de code qu'on me donne, et je vais juste garder le squelette de la classe. Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, on voit qu'on a une interface beaucoup plus minimaliste que celle de NetBeans. Là. Donc, on a moins d'outils pour nous aider. On n'a pas l'autocomplétion qu'on a dans NetBeans. C'est normal, c'est plus léger. Donc, on sait que tout programme Java doit avoir un point d'entrée. D'ailleurs, quand vous créez un nouveau programme dans NetBeans, votre classe par défaut contient une fonction main, qui est le point d'entrée de votre application. Donc ici, on ne nous la donne pas, c'est à nous de la créer. Donc, on va avoir un public statique void main. Et elle reçoit quoi en paramètre, cette fonction? Elle reçoit un tableau de string. Oups. Elle reçoit un tableau de string qui s'appelle ARGS pour argument. Et on met les accolades. On n'en a probablement pas discuté ensemble parce qu'on ne fait pas souvent beaucoup de programmation. Vous ne faites pas de programmation console avec moi. Là, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais pour votre connaissance générale, les arguments qu'on reçoit ici en paramètres, ils servent à quoi? Parce que si je vais voir dans un projet C# desktop et je vais regarder la fonction static main qu'il y a dans mon programme C#, je vais aussi voir une fonction main. En C, il y a aussi une fonction main et elles reçoivent des arguments. À quoi ils servent ces arguments-là? Il faut comprendre que quand les langages de programmation ont été inventés, des applications graphiques, ça n'existait pas. Donc, si je voulais créer un programme qui traitait un fichier texte, il fallait que quand je lance mon programme en console,
je puisse lui spécifier comme argument le fichier texte qu'il devait traiter. Donc, les arguments qu'on donnait à notre programme, ben, c'est eux qui étaient reçus en paramètre ici dans sa fonction main et qui étaient, si on veut, utilisés pour aiguiller son cheminement. Donc, c'est le même gabarit, là, la même fonction main que NetBeans m'aurait donné. Et juste pour prouver que ça marche, donc faisons un système. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autocomplétion. Donc, système S majuscule. Donc, système.out.println. Et on va imprimer vive le Pi. Donc, je compile ici et voilà. Donc, on me dit ici, error found in class, press Ctrl-K or Ctrl-K or click link on right to go to the error. Donc, j'ai une erreur quelque part là-dedans. Undeclared method println. Ça va? Donc, qui dit que ma méthode println n'est pas codée correctement. Pourtant, s'il est pas, monsieur. C'est pas moi, je suis j'ai fait ça. Moi, j'ai fait cette niaiserie-là, effectivement. Voilà. Donc, no syntax error. Et comment est-ce qu'on exécute? Ben, je viens fermer ma fenêtre ici. Je viens sur mon fameux robot server et je vais void main. Quand je clique sur void main ici, c'est l'équivalent d'appuyer le bouton play dans NetBeans. C'est ça qui exécute automatiquement la fonction main de notre classe principale. Donc, si je clique là-dessus, ça me fait apparaître une magnifique fenêtre comme celle-là avec les accolades. Je fais OK. Voilà, mon programme s'est exécuté. Donc, ben, ce n'est pas comme ça qu'on va créer une super interface usagée. Donc, je vais m'amuser à créer mon interface usagée maintenant. Ça va? Donc, mon application console ici va lancer l'interface usagée. L'interface usagée, c'est quoi? C'est une nouvelle classe. Une classe qui va hériter de JFrame, évidemment. Donc, je vais y aller sans plus attendre. Ici. Donc, je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler Robot Server UI. Ça va? UI pour User Interface. Et je vais faire OK. Donc, présentement, les deux classes, on voit qu'elles sont séparées. Mais lorsque je vais créer un objet de type Robot Server UI à l'intérieur de ma fonction main ici, ben, automatiquement, BlueJ va me faire le lien entre les deux, un lien de dépendance ou d'association. Donc, c'est un peu comme le créateur de classe qui permet de visualiser les différentes classes et les liens qu'on a entre les classes dans un projet .NET. Donc, je vais aller dans mon robot server ici, en double-cliquant dessus, et comme tout à l'heure, ben, je vais me débarrasser du gabarit qu'on me donne par défaut. Et je veux que cette classe-ci soit une interface usagée sur un JFrame. Donc, ben, je vais y aller, import, je vais faire java. C'est swing, ça va être un S minuscule si je ne me trompe pas. Donc, java swing, point, et je vais faire étoile. Ça va? Je ne veux pas prendre la peine de tout importer là, un par un. Je vais tout importer one shot. Donc, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire ici un extends. Donc, extends quoi? Extends JFrame. Et je veux aussi être capable de faire du positionnement sur... je veux aussi être capable de faire du positionnement sur mon fameux JFrame.
Ah oui, tu n'as pas pris mon étoile. C'est capricieux, cette histoire-là. OK. Donc, on va importer le G-frame tout seul. C'est bon. Si je veux être capable de faire du positionnement, ça me prend des layout managers. Donc, les layout managers, on l'a vu dans la première démonstration, je crois, dans NetBeans, mais je vais le refaire ici. Ça se trouve dans java.awt pour Abstract Windowing Toolkit et je vais faire point étoile parce que je veux encore une fois importer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui va m'intéresser ici, moi, ce que je vais utiliser, c'est un flow layout. Mais au-delà du flow layout, je vous ai aiguillé tout à l'heure vers les références. On a le flow layout, le grid bag layout, le card layout, le box layout. Ils ont tous leur utilité. Et pour créer une belle interface usagée, sans trop se casser la tête, le grid bag layout est selon moi le plus intéressant. Donc, dans ma classe ici, je vais avoir besoin, si on se rappelle du petit schéma d'interface usagée que j'ai fait tout à l'heure, vous aviez un G-TextField, un G-Button et des labels. Ben, moi, pour la démonstration, juste pour montrer un peu comment Bougie fonctionne, ben, je vais juste mettre mon G-Button, mon G-Label et faire le lien entre les deux là. Et m'enregistrer à un événement. Parce que jusqu'à présent, c'est NetBeans qui le faisait automatiquement pour vous. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire à la main. Donc, je vais rajouter ici un private G button. Je vais l'appeler BTN launch. Ça va être mon bouton qui va me permettre de lancer mon serveur. Donc, BTN launch. Point virgule. Et ça va me permettre d'importer le G-button directement. De la même façon, je vais faire un private G-label. Non, pas G-label, G-text que je vais appeler TXT port number, ça va, qui va représenter le numéro de port que je veux utiliser pour démarrer le serveur. Donc, on comprend que le numéro de port que je récupère ici, je devrais le passer en paramètre au constructeur d'un socket server pour démarrer mon application en serveur. Mais ça, je vous laisse cette partie du travail. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer mon constructeur. Donc, public, ça va aller plus rapidement comme ceci. Donc, public robot server UI. Donc, il ne reçoit rien en paramètres. Je vais ouvrir mes accolades et fermer mes accolades. Et à l'intérieur de ce constructeur, ben, je vais définir directement le layout manager que je veux utiliser. Donc, je répète, je vous suggère, mais je ne vous oblige pas un grid bag layout. Vous pouvez vous amuser avec les différents layout managers qu'il y a dans la ressource que je vous ai donnée pour vous donner un aperçu. Encore une fois, mon but de vous faire ça, c'est que je sais qu'au long de votre formation, vous n'avez pas eu la chance de faire du développement Java Desktop, mais vous êtes relativement à l'aise en développement .NET, ça va, desktop. Et il y a énormément de jobs en Java. Je vous ai donné un tutoriel qui vous montre comment interagir avec une base de données en Java, ça va en utilisant des objets comme les connexions, les prepared statements, les result sets, comment faire des requêtes paramétrées. Si vous êtes un peu à l'aise aussi à faire des applications desktop en Java, ben, ça vous ouvre
un peu plus d'opportunités d'emploi. Surtout que la syntaxe du Java, la logique, les algorithmes sont très similaires à tous les algorithmes qu'on a vus en .NET, et avec tout ce qu'on a fait en termes de Java en mobile, ben, vous pouvez prétendre à un poste de développeur Java aussi. Évidemment, il y aura des recherches personnelles à faire, mais je crois que ça vous donnera une base nécessaire pour être capable de vous défendre au moins. Donc, 10.7 layout. Layout, qui est une méthode qu'on hérite de qui? Qu'on hérite de JFrame. Et je vais faire ici un new flow layout. Donc, c'est ici qu'on pourrait faire un new grid layout, un new grid bag layout, etc., etc. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas mes imports aujourd'hui. OK. Donc, on dirait qu'il ne prend pas mes imports générales. Ce n'est pas grave. Donc, on a notre flow layout. Et le flow layout, il se comporte comment? Ben, son comportement par défaut, c'est que dès que j'ajoute quelque chose à mon interface usagée, ça l'ajoute à la suite des éléments s'y trouvant déjà. Quand il n'y a plus d'espace, on change de ligne. Donc, donc, je vais initialiser rapidement. Donc, ce n'est pas trop différent de la démonstration que je vous avais déjà fait dans NetBeans, sauf qu'on le fait dans un nouvel environnement. La nouveauté, ça va être la manière de s'enregistrer à l'événement clic du bouton, parce que je ne suis pas dans NetBeans. Je ne peux pas faire du drag and drop, double-cliquer sur mon bouton, et NetBeans génère le code automatiquement pour moi. Je vais devoir m'enregistrer manuellement ici. Donc, 10.btn launch L majuscule. Donc, il faut être assez attentif parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autocomplétion ici. L-A-U-N-C-H, c'est ce que j'ai donné, égale new G button. Et mon G button, je vais lui donner un texte par défaut dans son constructeur. J'aurais pu utiliser plutôt sa propriété setText après l'avoir initialisé sans rien, mais on va y aller un peu plus rapidement ici. Donc, L-A-U-N, launch server. Donc, ou encore mieux, press to launch server. Donc, appuyer pour lancer le serveur. Et this.txt port number égale new G text field. Et lui aussi, on va lui mettre un texte par défaut. Au lieu d'utiliser un label et un G-text field, je vais mettre enter port number of the server. Et maintenant, je vais rajouter ces composants sur mon interface usagée. Donc, this.add, on va passer en premier lieu le text field parce que je veux qu'il apparaisse en premier lieu dans mon interface usagée et il sera suivi du bouton. Donc, je vais faire un this.add suivi du bouton que je vais aller chercher juste ici et là. OK. Donc, avant de continuer quoi que ce soit, on compile, pas d'erreur. Si je ferme ça, ben, je ne peux pas exécuter ça tout seul.
il faut une fonction main. Donc, ce que je vais faire, laissez-moi rentrer dedans et juste venir copier le nom de ma classe ici. Je vais rentrer dans ma classe principale et les deux classes qu'on vient de créer sont dans le même package en réalité. Donc, ça me permet de venir faire tout simplement ceci. UI égale new robot UI. Donc, UI.set visible, parce qu'on sait que c'est en Java, notre interface est invisible par défaut, et je vais lui donner une dimension aussi. Donc, UI.set size, et allons-y à 400 par 400. OK, point virgule, on sauvegarde, on compile, pas d'erreur de syntaxe. Et regardez, on a une dépendance ou une association qui vient d'apparaître. Et on se souvient, la dépendance ou l'association, c'est lorsque je crée, excusez-moi, lorsque je crée une variable ou lorsque je reçois une variable en paramètre dans une de mes méthodes, que je l'utilise sans la sauvegarder dans un attribut privé. Donc, dépendance ou association, c'est exactement ce que BlueJ vient de nous montrer. Et si j'exécute mon programme, donc, sans trop de surprise, ben, je vois mon interface usagée ici avec mon bouton Press to Launch et l'endroit où je peux rentrer là, mon numéro de port. Et ça fait rien, c'est normal, on n'écoute pas d'événements. OK. Donc, je vais retourner dans mon code et il y a plusieurs façons de s'enregistrer un événement en Java, mais en réalité, ben, c'est basé sur un patron de conception qu'on appelle l'observer. Donc, le patron de conception observer, vous savez quoi, je prendrai la peine de l'expliquer en détail avec les diagrammes de classe qu'on va se voir en présentiel mardi, mais l'idée, c'est que pour qu'un objet A soit capable de surveiller tout ce qu'un objet B fait. Donc, pour qu'un objet A soit capable d'être informé à tout moment de tous les changements d'état d'un objet B, ben, l'objet B doit implémenter une interface qui contient des méthodes qui permettent à l'objet A de s'enregistrer au changement d'état, aux notifications de changement d'état de l'objet B et bref, ça prend les diagrammes de classe pour être capable de bien le voir et je vais être plus à l'aise à le dessiner au tableau. Mais en Java, pour répondre à l'événement click, c'est là où je voulais en venir, on doit obligatoirement implémenter l'interface Action Listener. Et dans l'interface Action Listener, il y a la méthode Action Perform qu'on doit override. Donc, moi, je veux que mon interface usagée, donc ma classe qui soit ici, contienne une méthode qui doit être automatiquement appelée lorsque le bouton qu'il y a ici est cliqué dans mon interface usagée. Donc, je vais faire ceci. Je vais venir ajouter un import. Ce que NetBeans fait automatiquement pour vous en réalité. Quand vous créez un nouveau JFrame Form et que vous faites du drag and drop et que vous cliquez sur un bouton. Je vais venir ajouter java.event.ceci et évidemment, il ne le prendra pas, mais parce qu'il ne m'aime pas aujourd'hui, mais il va me suggérer quelque chose tout à l'heure. Donc, je vais venir ici et j'hérite de JFrame, mais je veux aussi implement quoi? Implement l'interface Action Listener. OK. Action Listener. C'est parce que je l'ai mal écrit. Action Listener.
Euh, Magnifique. Donc, j'hérite de la classe du frame et j'implémente l'interface Action Listener. Je devrais mettre une virgule si jamais j'implémentais plusieurs interfaces. Ça va? Donc, la virgule sépare les différentes interfaces qu'on implémente. Et on a vu que quand j'ai tapé ça, ben, c'est devenu rouge ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans une interface, on a des méthodes abstraites. Et que ce soit en Java, en C#, en Python, dans tous les langages orientés objets, lorsqu'on a une méthode abstraite, on est obligé d'override. Lorsqu'on a une interface, on est obligé d'override les méthodes abstraites qui se trouvent à l'intérieur. Donc, je dois override la méthode ActionPerform, qui reçoit un action event, donc exactement ce que NetBeans fait pour nous. Donc, je vais venir ici, excusez-moi, action perform A minuscule P, P majuscule. Donc, A commercial override. On change de ligne. Donc, public void action performed. Ça va? Donc, action performed qui reçoit en paramètre un action event que je vais appeler E. Et je vais fermer mes accolades. Donc, parce que j'ai rajouté java.awt.event.étoile, donc cette interface est définie dans event ici et cet événement est défini dans event. Donc, on aurait pu faire event.actionListener et un autre import avec event.actionEvent. Donc, là, c'est super. Si jamais il y a un événement action, si jamais on clique sur un bouton, un G-button, un G-checkbox, un G-combo box, un G-list box, tous ces contrôles-là, tous ces composants lancent des événements de type action event. Donc, cette méthode-ci va être exécutée. Mais il faut que je dise à mon bouton que c'est ce G-frame qui écoute ces événements. Donc, on va faire ça comment? Ben, c'est relativement simple. On va venir ici juste en dessous du bouton. Je pourrais le faire n'importe où dans le constructeur, mais this point, c'est add action listener et on va préciser que c'est this. Ça va, qui est l'objet responsable d'écouter l'événement Action Listener de... Incroyable. C'est this.btn launch, ça va. Donc, je veux rajouter un Action Listener à mon bouton qui, ben, le G-frame actuel. Et puisque le G-frame actuel implémente l'interface Action Listener, pas de problème. Ben, et qu'il override la méthode Action Perform, quand on va cliquer sur ce bouton, ben, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Et que ce que je veux faire dans cette méthode, ben, on va faire quelque chose de simple. On va faire un system.out.println server just started listening port. Et là, ben, on va donner le numéro de port qui aura été rentré dans notre interface usagée. Donc, on va faire un peu de concaténation. On va faire un dis.txt port number.get text.
devrait être magnifique. Donc, je vais compiler. CTRL-K. CTRL-K. Ok, j'ai mis une virgule ici qui n'avait pas d'affaire là. Donc, je compile à nouveau, pas d'erreur. Donc, je ferme. Je vais retourner dans ma classe de départ. Je vais compiler, pas d'erreur là non plus. Et je vais exécuter ma classe de départ. Donc, on a notre interface usagée. Si je rentre le port 45 000, par exemple, et que j'appuie, et sans trop de surprise, dans notre console, on a notre message. Donc, vous voyez que utiliser BlueJ, utiliser NetBeans, c'est pas beaucoup plus difficile. Le seul truc, c'est que en NetBeans, dans BlueJ, il faut connaître un peu plus sa syntaxe en Java, mais l'idée est que vous avez en votre possession 4 applications en réalité, les deux consoles qui faisaient la multiplication, la console qui est le serveur multithread et la cliente qui est le client chat avec l'interface graphique, qui vous donne pas mal toute la syntaxe nécessaire là, pour le laboratoire. Donc, dans BlueJ, côté Raspberry Pi, vous allez coder en C# l'interface usagée serveur qui permet de démarrer le serveur en utilisant un numéro de port qu'on spécifie. Du côté de votre PC sur NetBeans, vous allez créer un client graphique lui aussi, disons avec 7 boutons. Chaque bouton représente une commande. Donc, on appuie sur un bouton, ça envoie l'information au serveur. Le serveur la reçoit et change la couleur du bon G-Label. Donc, dans le serveur, dans le client chat qu'on a regardé plus tôt cette semaine, j'avais un bouton Send qui permettait d'envoyer mon texte au serveur. Donc, vous avez déjà pas mal le code pour envoyer la commande, soit DG, etc., etc. Donc, en fait, je veux m'assurer que vous avez bien pris le temps de repasser à travers les démos et les explications qu'on a faites pour les 4 applications réseau qu'on a regardées ensemble. Et si vous avez essayé de faire le diagramme de séquence, vous avez une meilleure compréhension de ces applications et vous allez donc pouvoir les adapter avec mon aide, si besoin se fait sentir, au laboratoire ici présent. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Donc, voilà sur quoi je veux vous faire travailler.